C'est un film maudit qu'on attend depuis maintenant plus de 20 ans, avec du fantastique, des créatures, du sang. Un film que vous, le monde et moi ne verrons probablement jamais, et qui faisait pourtant rêver. Aujourd'hui, on se penche sur l'adaptation des Montagnes hallucinées de Howard Phillips Lovecraft par le grand Guillermo del Toro. Salut à tous, c'est Alexandre. On a énormément parlé de Frankenstein comme le projet de cœur de Guillermo del Toro lors de sa sortie sur Netflix fin novembre 2025, mais en vérité, le film qu'il a toujours rêvé de réaliser, c'est Les Montagnes hallucinées. Dès le début de sa carrière, il aspirait à réaliser sa version du roman de Lovecraft, comme il l'avait confirmé lors d'une masterclass en 2010 au MoPop, le Museum of Pop Culture, soit le musée de la pop culture de Seattle, au moment même où il était proche de concrétiser son adaptation. I wrote the screenplay with Matthew Robbins 13 years ago. The first time I met Jim Cameron in 1991 when he saw Kronos, he said, "What would you like to do next?" I said, "Mountains of Madness." This is truly unsettled. Mais alors, que s'est-il passé ? Le mieux, c'est de revenir au tout début du projet. Guillermo del Toro, il l'a expliqué dans cette vidéo qu'il avait écrit un premier scénario en 1997 avec Matthew Robbins. Matthew Robbins, il a notamment énormément travaillé avec Steven Spielberg, puisqu'il a eu le prix du scénario à Cannes pour Sugarland Express par exemple, et qu'il est scénariste non crédité des Dents de la Mer, Rencontre du troisième type et E.T. À l'époque, Robbins et del Toro venaient d'écrire Mimic ensemble, mais le projet Montagnes hallucinées va prendre du temps à se mettre en place, puisque le Mexicain ne va pas en reparler avant 2003. C'est sur le forum officiel d'Hellboy, oui c'est notre époque, que del Toro confie que l'écriture des Montagnes hallucinées est toujours en cours et qu'il espère avoir des nouvelles du studio DreamWorks avant le printemps 2004. Finalement, DreamWorks, ils vont abandonner le projet et ce n'est qu'en 2006 que del Toro va relancer la machine. Pour remettre en contexte, à cette époque, s'il a encore ses preuves à faire, Guillermo del Toro est un réalisateur sur la pente ascendante dans le circuit des studios. Malgré l'échec relatif de Hellboy, qui n'a rapporté que 100 millions de dollars dans le monde pour 60 de budget, le cinéaste est tout de même largement considéré comme la cause principale du succès de Blade 2, et il vient tout juste de sortir Le Labyrinthe de Pan. Le Labyrinthe de Pan, c'est un énorme succès critique, un gros succès commercial, avec 84 millions de dollars rapportés dans le monde pour 14 de budget, et en plus, il reçoit 3 Oscars. Bref, en 2006, Guillermo del Toro prouve qu'il est aussi à l'aise au sein de la machine industrielle vendeuse de popcorn que du film d'auteur, puisqu'il a aussi réalisé quelques années plus tôt l'excellent Les Chines du Diable. Tous ces éléments poussent donc del Toro à aller toquer à la porte des studios avec ce projet à la fois personnel et en même temps avec une portée grand public, son adaptation des Montagnes hallucinées, vous l'avez compris depuis. Le roman est réputé inadaptable, mais c'est une mine d'or pour un cinéaste comme del Toro, puisqu'à mi-chemin entre l'aventure pulp et l'horreur indicible, le tout saupoudré de quelques monstres. Les Montagnes hallucinées racontent en effet l'histoire d'une expédition scientifique dans l'Antarctique qui tourne mal au début des années 30. La troupe d'explorateurs tombe par accident sur des restes de créatures préhistoriques non identifiées avant de découvrir une étrange et gigantesque chaîne de montagnes plus haute que l'Himalaya. Au sein de celle-ci, il se trouve une immense cité, abandonnée, ou peut-être pas d'ailleurs, qui pourrait détenir la clé de l'origine du monde et de l'humanité. Et aussi, il y a un petit élément qui brille dans la pénombre, un abonnement à écran large. Vous le savez, pour nous permettre de continuer à faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez passer par un abonnement sur notre site pour quelques euros par mois. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a d'ailleurs désormais des abonnements de soutien aux tarifs plus importants, mais précieux pour nous. Le lien est dans la description. Bon, trêve de plaisanterie, dans cette cité mystérieuse, les explorateurs vont trouver des secrets qui n'étaient pas forcément bons à découvrir. Notamment de vilains Shoggoths, une sorte de créature qui peut se transformer en n'importe quoi, un peu comme la chose de The Thing, qui pourrait bien se mettre en tête de décimer tout ce beau monde. Avec ce pitch, pour chaque geek en nous, c'est forcément un projet de rêve. En revanche, pour un studio, c'est une prise de risque considérable. En 2006, comme del Toro vient de faire Le Labyrinthe de Pan avec Warner, il va tenter sa chance avec Warner, évidemment. Sauf qu'on le rappelle, dans Les Montagnes hallucinées, il n'y a pas de romance. L'histoire se finit mal, la violence est R-rated, donc interdite aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte aux États-Unis, et puis les décors, ça s'annonce très coûteux, avec de la neige, des créatures, de la reconstitution historique, etc. Del Toro a beau avoir un scénario prêt, Warner, qui se montre intéressé dans un premier temps, prend peur et recule à cause du budget annoncé à 150 millions de dollars. Pour vous donner un point de comparaison, c'est le même budget que Casino Royale ou Mission Impossible 3 la même année, des films autrement plus faciles à vendre et qui reposent en plus sur des franchises très établies. Le projet Les Montagnes hallucinées est donc enterré après DreamWorks une deuxième fois. Mais del Toro ne baisse pas les bras pour autant. Au contraire, il fait même une avancée majeure en 2007, l'année suivante, quand il signe un accord de priorité avec Universal, qui est très intéressé par son adaptation. Pendant qu'il continue à avancer sur la réécriture, il réalise Hellboy 2, Les Légions d'Or maudites, et del Toro, il s'amuse bien sur ce film. Il fait même des sortes de tests grandeur nature pour les Montagnes hallucinées, puisque dans Hellboy 2, on peut apercevoir ce qui est appelé a Lovecraftian Entity.
une entité Lovecraftienne, soit a priori l'idée conceptuelle que Del Toro avait pour les anciens. Dans le film, au tout début, on voit aussi une créature qui pourrait ressembler à un Shoggoth avec toutes ses tentacules. Problème, si le résultat artistique d'Hellboy 2 est à la hauteur, le box-office, lui, est très mitigé. 168 millions de dollars récoltés pour 85 millions de budget, ça ne suffit pas à Universal, qui décide donc d'abandonner le troisième opus. En parallèle, Del Toro, lui, s'est lancé un peu dans le dos de Universal sur l'écriture des deux premiers films, Le Hobbit, pour Warner. Sauf que finalement, en 2010, il va se retirer et laisser la main à Peter Jackson. Bref, Guillermo del Toro, il ne va pas très fort à cette époque. Mais Les Montagnes Hallucinées va refaire surface grâce à James Cameron. En 2010, James Cameron, c'est le roi du monde, puisqu'il vient tout juste de sortir Avatar. Avec Guillermo del Toro, ils se sont rencontrés au début des années 90. Je vous passe l'anecdote où James Cameron a permis de sauver le père de del Toro, qui avait été kidnappé par un cartel mexicain, mais concrètement, les deux sont copains comme cochons. James Cameron est fasciné par la version de Del Toro et il est convaincu qu'il a les épaules pour le projet. Dans une interview avec Wired d'ailleurs, il le décrit comme un film d'horreur d'une ampleur épique et il affirme qu'on n'a rien vu de tel depuis son Alien. À ce moment-là d'ailleurs, une ancienne version du scénario de ces montagnes hallucinées circule sur internet et elle est assez surprenante. Comme le dit le blog Temple of Ghoul, le scénario met beaucoup l'accent sur l'action avec des combats, des fuites, des poursuites, des fusillades, des sauvetages de dernière minute et des explosions spectaculaires qui s'enchaînent à un rythme dingue. Concrètement, c'est un festival de monstres R-rated, où l'atmosphère est sacrifiée sur l'autel du spectacle, laissant assez peu de place à la poésie et à l'étrange beauté extraterrestre du paysage qui était à l'intérieur du roman. La scène finale montre d'ailleurs une créature inspirée de Cthulhu, ce qui n'a aucune cohérence avec le mythe original. Et puis à côté de ça, le personnage de William Dyer y est défini par un dilemme moral assez binaire, la famille versus la science, ce qui est très éloigné de la complexité philosophique du texte de Lovecraft. Alors pour avoir jeté un œil au scénario moi-même, il est aussi intéressant de noter que le récit est construit sur un énorme flashback. Il commence en 1939, soit 9 ans après l'expédition, lorsque Dyer est retrouvé dans un bateau au large de l'Antarctique. Il est enfermé dans un asile psychiatrique, persuadé qu'une créature a peut-être pris possession de son esprit. Les Shoggoths, comme je vous le disais, ils sont capables de se transformer à peu près en tout ce qu'ils peuvent, donc il pense potentiellement être devenu cette chose-là, et il se met alors à raconter ce qu'il a vécu. Alors retenez bien tous ces éléments, car ils auront une importance pour la suite. En tout cas, pour en revenir à James Cameron, comme le scénario lui plaît, il décide de se porter garant auprès d'Universal. Il veut devenir producteur du film. Grâce à lui, tout s'accélère, évidemment. Un vrai accord se met en place avec Universal, toujours pour 150 millions de dollars et un tournage en 3D. Côté effets spéciaux, c'est la légendaire ILM qui s'avance pour faire les maquettes, ainsi que concevoir et animer les anciens et les Shoggoths. Mais par-dessus tout, le producteur et le réalisateur parviennent à convaincre une méga star, Tom Cruise. À ce moment-là, Tom Cruise il est un peu dans le creux de la vague, mais ça reste un des plus grands noms d'Hollywood. Attiré par le défi physique qui s'annonce, il veut le rôle principal, et d'après James Cameron dans une interview pour MTV en février 2011, l'accord est presque fait. Le producteur va même jusqu'à annoncer un début de tournage en juin ou juillet 2011. Tout le monde jubile, sauf qu'un mois plus tard, tout s'écroule. Malgré toutes ces garanties réunies et la finalisation des éléments de conception, Universal refuse de donner le feu vert au budget de 150 millions de dollars si Del Toro ne consent pas à passer d'un rated R à un PG-13, même si le studio s'était engagé sur le dit R-rated. Del Toro, évidemment, il refuse et le 7 mars 2011, le site Criterion Cast contacte Del Toro par mail pour savoir où en est le film. Il envoie une réponse d'un mot qui se passe de traduction « dead ». Le même jour, au New Yorker, il élabore à peine plus « Montagne assombrée, le R-rated nous a planté ». 2 jours après, le 9 mars, la production de Pacific Rim est lancée chez Legendary et tout le monde passe à autre chose. Ciao, les montagnes hallucinées. Enfin, je dis ciao, ou presque, car Guillermo del Toro n'a pas encore lâché l'affaire dans sa tête, et il compte repartir à l'assaut des montagnes hallucinées après Pacific Rim. Malheureusement, le sort s'acharne, et 1 an plus tard, c'est le dernier clou dans le cercueil. En avril 2012, sort un film au synopsis légèrement familier. Il y est question d'une expédition lancée dans des terres inexplorées, parcourant une gigantesque cité construite par des créatures venues d'ailleurs et qui recèle aussi bien le secret de l'origine de l'humanité d'un côté que de vilaines bébêtes aliens qui prennent un malin plaisir à décimer la troupe d'explorateurs. Seule différence, ce film-là, il se déroule dans l'espace. Ça ne vous dit rien ? Hormis quelques défenseurs chevronnés dont certains squattent notre rédaction depuis déjà plusieurs années désormais,
Je parle bel et bien de l'infernal Prometheus. Il débarque au cinéma et il est tellement proche thématiquement et narrativement des montagnes hallucinées que Guillermo del Toro annonce la mort probable de son film sur son blog. Je suis ravi de voir un nouveau film de science-fiction de Ridley Scott, mais cela marquera probablement une longue pause, voire la fin des montagnes hallucinées. Il précise même que le postulat est similaire, que les deux films semblent partager des scènes identiques et la même grande révélation finale. Pour résumer, Prometheus a donc indirectement tué l'adaptation de Lovecraft par Del Toro, et c'est une raison suffisante de l'aimer encore un peu moins ou de le détester encore un peu plus. Cela étant dit, le réalisateur mexicain, il a toujours gardé en tête son projet de rêve. Et 10 ans plus tard, en décembre 2021, une étincelle s'est rallumée. Alors que Guillermo del Toro a raconté toute l'histoire de sa version au podcast The Kingcast, il a expliqué qu'il serait toujours intéressé pour mener à bien le projet, mais d'une manière totalement différente. D'abord, Tom Cruise ne serait plus de la partie, mais en plus, la version serait bien plus bizarre et très loin du spectacle plein d'action dont je vous ai parlé un peu plus tôt. The screenplay I co-wrote 15 years ago is not the screenplay I would do now. So I need to do a rewrite, not only to scale it down somehow, but because back then I was trying to bridge the scale of it with elements that made it somewhat be able to go through the studio machinery. Yeah, blockbustery. Blockbuster, and I can go to a far more esoteric, weirder, smaller version of it, where I can go back to some scenes that were left out, some of the big set pieces I designed. For example, I have no appetite for. I've already done this or that giant set piece. I feel like going into a weirder direction. A few things will stay. I know the ending we had is one of the most intriguing, weird, unsettling endings for me. There's about 4 horror set pieces that I love. I have to take the time to rewrite it. À ce moment-là, on avait envie d'y croire, puisque Guillermo del Toro venait de signer un contrat exclusif de plusieurs années avec Netflix, à qui il a évidemment présenté cette version. En novembre 2022, il a d'ailleurs relancé un peu plus la machine en mettant en ligne un test vidéo réalisé avec ILM en 2010. Il montre un explorateur dans les montagnes attaqué par une bête tentaculaire, sûrement un Shoggoth. Le monstre s'ouvre et révèle une forme humanoïde avant de déployer ses longs tentacules et d'engloutir l'explorateur. La vidéo dure seulement 25 secondes, mais c'est un avant-goût savoureux du potentiel du film. Un mois après avoir mis en ligne ce test vidéo, il relance un peu plus l'idée d'ailleurs des montagnes hallucinées lors d'une conversation avec IndieWire où il expliquait ceci. J'ai dit que ce serait idéal de tourner les montagnes hallucinées en stop motion. On est beaucoup plus captivé en regardant un film d'animation qu'un film en prise de vue réelle. Cela en devient hypnotique et on noue une relation beaucoup plus intime avec l'histoire. Cette idée ne naît évidemment pas de nulle part, puisqu'elle germe au moment même où son Pinocchio en stop motion pour Netflix vient de sortir. Un petit chef-d'œuvre d'animation qui n'a coûté que la modique somme de 35 millions $, soit un budget très très loin des 150 millions envisagés à l'époque pour ces montagnes hallucinées en live action. Il confie d'ailleurs vouloir faire équipe avec Phil Tippett si le projet se concrétise, soit un des grands spécialistes des effets spéciaux à Hollywood, passé par les Star Wars, Robocop, Jurassic Park, Starship Troopers et véritable génie dans l'art de la stop motion. Je vous invite à vous jeter sur Mad God si vous ne l'avez pas vu. Bon, ça c'était fin 2022, mais malheureusement, 3 ans plus tard, Guillermo del Toro il n'a jamais reparlé de cette éventuelle version en stop motion. Au contraire, il a plutôt été très pessimiste sur les chances de voir les montagnes hallucinées prendre vie un jour, et ce, malgré Netflix à ses côtés. Quelques semaines avant la sortie de Frankenstein sur la plateforme, il disait ceci à Empire. Le seul truc sur ma liste de choses à faire avant de mourir, qui, je pense, restera sur cette liste, c'est les montagnes hallucinées. C'est trop grand, trop fou, trop R-rated, je suppose. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si j'aurais encore envie de le refaire après Frankenstein. Frankenstein conclut un cycle. Si vous regardez la filiation, de Chronos à l'échine du diable, du labyrinthe de Pan à Crimson Peak jusqu'à Frankenstein donc, il y a une certaine évolution, d'un certain type d'esthétique, d'un certain rythme, d'une certaine forme d'empathie. Et j'ai besoin de changement. Alors bien sûr, on ne sait jamais, après-demain j'aurais peut-être envie de faire Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou n'importe quoi d'autre du même genre. Mais là, tout de suite, ce que je veux faire, c'est essayer quelque chose de vraiment différent. La version des montagnes hallucinées par Guillermo del Toro semble donc vouée à être un fantasme pour toujours. Sauf qu'avec Netflix, on a envie d'espérer voir le Mexicain réussir à en tirer une version quelle que soit la forme. Guillermo del Toro, il pourrait sûrement en tirer un projet en série animée ou carrément un épisode légèrement plus massif dans son anthologie Le Cabinet des Curiosités, avec laquelle il a déjà pu adapter quelques nouvelles de Lovecraft et s'amuser avec des bestioles bien Lovecraftiennes. Pour être plus clair sur ce que je veux dire, il pourrait sûrement faire quelque chose à la manière de David Fincher et ses 20 000 lieues sous les mers. Avec son épisode Bad Traveling, ou Mauvais Voyage en français dans Love, Death and Robots, David Fincher avait pu s'amuser avec ce projet de cœur,
dans un petit jeu de massacre en animation qui ne durait certes qu'une vingtaine de minutes, mais était fabuleusement cruel, glaçant, d'autant plus qu'il jouait justement sur les terres d'un certain Lovecraft. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous avez envie qu'on s'attarde sur d'autres projets annulés, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire en nous envoyant ceux qui vous tiennent à cœur par exemple. Et si vous avez aimé la nouvelle Les Montagnes Hallucinées, je vous conseille en tout cas la version illustrée par François Barranger et surtout la version en manga de Gu Tanabe. Et puis sinon côté film, il y a bien sûr Prometheus et The Thing qui sont les plus proches dans l'esprit et qui ont permis d'illustrer en grande partie cette vidéo. Sur ce, je vous renvoie à notre vidéo sur les livres et BD de science-fiction qu'on adorerait voir adaptés au cinéma et je vous dis à la prochaine. Salut. Stop.